Si le président Poutine venait ici en Slovaquie, est-ce que je l'inviterais? Nous savons tous qu'il est sous un mandat d'arrêt international. Vous auriez probablement une déclaration publique disant que les autorités judiciaires devraient intervenir, qu'elles devraient arrêter M. Poutine, c'est ça? Nous verrons quand ce moment viendra. Attendez, ce n'est pas une question théorique. Vous voyez, vous allez déjà répondre à la question de base, encore une fois. Si je l'invitais ici et disais que je lui offre une protection, AM le président de la Fédération de Russie, je suppose que vous crieriez qu'il faudrait évidemment l'arrêter et l'envoyer directement à La Haye. Alors, je vous demande, allez-vous crier? Allez-vous demander à la Pologne que les autorités judiciaires arrêtent le Premier ministre israélien qui va en Pologne alors qu'il est sous un mandat d'arrêt international, tout comme le président Poutine? Eh bien, nous avons terminé, messieurs. Vous n'avez absolument aucune réponse à cela. Quand ma visite à Moscou a été qualifiée de violation, de menace et de catastrophe majeure, que direz-vous du président Macron qui y va? Cela signifie que le président français peut aller à Moscou, le chancelier allemand peut téléphoner tous les 2 jours, et nous avons des problèmes avec le gaz. Mais moi, quand j'y vais, vous m'accusez de trahir le pays. Quand nous avons un peu de respect entre nous, concernant les faits de base. Eh bien, vous êtes tous silencieux maintenant, lorsque le président américain élu, Trump, a publiquement accusé le président Biden d'avoir provoqué la Russie à utiliser la force militaire contre l'Ukraine. Parce que c'est l'Amérique. Cela, apparemment, ne mérite pas de commentaires. Ce n'est plus valable. Je suis vraiment heureux que mes paroles soient confirmées. Peut-être étions-nous plus audacieux en formulant certaines choses plus tôt, mais aujourd'hui, ce que nous avons dit dès le début est confirmé par les plus hauts responsables des administrations américaines, ce qui nous encourage bien sûr à être encore plus souverains dans nos opinions. Je suis allé en Russie pour poser une question. La Russie, êtes-vous prête à adopter d'autres solutions techniques que de faire passer le gaz russe par l'Ukraine? Et il y avait 2 solutions techniques qui étaient prêtes, convenues avec le Premier ministre Denis Mijal du gouvernement ukrainien. La première solution était qu'Azerbaïdjan fasse une opération d'échange en collaboration avec les Russes à la frontière russo-ukrainienne, et que le gaz russe ne passe pas par l'Ukraine, mais que ce soit du gaz azerbaïdjanais qui le fasse. L'Ukraine a accepté cela. La Russie et l'Azerbaïdjan ont aussi accepté. Puis est venue la fameuse décision du président Zelensky lors du sommet du Conseil européen, qui a tout arrêté. Ensuite, une deuxième solution technique a été proposée. SPP, la société mère que nous avons acquise sous pleine propriété de l'État, était prête à créer une joint venture. Cette joint venture aurait acheté à la frontière entre la Russie et l'Ukraine le gaz, qui aurait ensuite été transporté par l'Ukraine comme gaz slovaque et non comme gaz russe. L'Ukraine et la Russie étaient d'accord avec cela aussi. Ma première question à Moscou était la suivante. Êtes-vous prêts, messieurs, ici en Russie et chez Gazprom, à accepter ces solutions techniques qui garantiraient que le transit de gaz continue? Le président Poutine a garanti que ces engagements seraient honorés. Et que cela vous plaise ou non, messieurs de l'opposition, vous, quand vous regardez la Russie, vous la voyez comme l'incarnation du diable. Mais la Russie a toujours été un partenaire fiable en matière d'approvisionnement énergétique. La Russie ne nous a jamais trompés, contrairement à l'Ukraine. Je me souviens de la situation en 2009, lorsque j'étais en Ukraine, et que la première ministre ukrainienne Tymoshenko nous a donné du gaz provenant de leurs réserves dans l'ouest de l'Ukraine, et m'a envoyé promener. Ce sont des Ukrainiens typiques. Je ne suis pas ici pour soutenir le président Zelensky. Et je vais vous avouer que parfois j'en ai vraiment assez. Il se promène en Europe, mendie et fait du chantage, il demande de l'argent à tout le monde, et cela doit vraiment cesser. Essayez un peu de penser à ce pays. Pas seulement à vos petites manœuvres politiques. Que ferons-nous, bon Dieu, si ce gaz ne vient pas? Vous pensez que les Allemands nous enverront du gaz, quand ils en auront peu? Non, ils ne nous en enverront pas. Ils ne nous en enverront rien. Et il se pourrait qu'un pays qui était au début un centre d'approvisionnement, car nous avons poussé ce gaz de la frontière ukrainienne vers l'ouest, se transforme en un pays qui se retrouve à la fin de la ligne. Parce que tout le monde parle de l'importation de gaz vers l'ouest. Et pourquoi les Allemands et les autres nous donneraient-ils du gaz, quand ils en auront peu, juste pour notre consommation domestique? Cette situation est bien plus dangereuse que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, vous me reprochez d'être allé résoudre cette situation à Moscou. C'est pour moi à la fois très intéressant et risible. Vous évoquez la question du Conseil de sécurité, je vais la formuler d'une seule phrase. Nous prenons sérieusement en compte la version de l'enquête qui implique que la catastrophe de l'attaque provienne d'Ukraine. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas l'Ukraine qui a attaqué Nord Stream, ou bien si. Vous savez très bien qu'il leur fallait beaucoup d'argent, un équipement spécial et un savoir-faire spécifique. Cela ne pouvait pas être fait de cette manière. Tout le monde est silencieux.
Mais Nord Stream peut bien être attaqué par ce biais. Tout le monde était silencieux quand nous avons dit qu'il y avait des actions de sabotage contre nos pipelines. Une des versions de l'enquête à laquelle nous travaillons est que l'attaque venait aussi d'Ukraine. Sans mentionner que, à l'intérieur du pays, certains employés qui travaillaient là-bas ouvraient la voie à cette attaque. Cela va encore devenir très intéressant. Madame Romiova, vous feriez bien de ne pas trop me regarder de cette manière, car ces gens-là sont très proches de vous. Je vous conseille donc de faire attention à ce que vous dites ici devant moi. Je ne me laisserai pas embarquer dans des jeux politiques. Vous entendez, c'est très agréable. Je vais conclure avec cela. Tout à coup, nous avons une grande demande sur la table, du copropriétaire du journal SME, M. Soros, qui veut me rencontrer. Eh bien, je lui réponds que cela ne me dérange pas du tout. À moins, bien sûr, qu'il fasse un spectacle, qu'il prenne 10 journalistes et me plaque contre un mur dans un couloir, me force à lui serrer la main et qu'il le photographie, et vous y riez, en disant que j'ai rencontré Soros. Si je le rencontre en tant que copropriétaire du journal SME, un journal anti-étatique et anti-gouvernemental, comme le journal N, je lui dirai que la première ministre italienne Meloni a tout à fait raison. Ce n'est pas un milliardaire qui interfère dans les affaires intérieures et la politique européenne. Mais c'est Soros et son organisation sauvage d'ONG qui détruit ce qui se passe actuellement en Europe. Si M. Soros organise une rencontre, je lui dirai cela et continuerai mon chemin. Je n'ai aucun intérêt, et je le dis très clairement, à rencontrer M. Soros. À ce moment précis, le président Zelensky nuit délibérément à la Slovaquie et à l'UE. Nous avons un problème, qui ne concerne pas 500 millions de frais de transit pour la Slovaquie, mais nous avons un problème qui s'appelle la réduction de la compétitivité de l'UE par rapport à d'autres États avec lesquels nous sommes en concurrence. Et c'est un véritable problème. Le prix du mégawattheure pour l'UE est de 50 €, tandis qu'aux États-Unis, il est inférieur à 10 €. Comment voulez-vous être compétitif? Comment voulez-vous rivaliser? Tout le monde parle de la fin des importations de gaz russe, alors que les pays européens achètent massivement du gaz liquéfié russe. Les volumes sont énormes et se rapprochent de ceux envoyés aux États-Unis. Je tiens à rassurer les citoyens de la Slovaquie par l'intermédiaire de Bruxelles que, pour ce qui concerne la consommation intérieure, nous avons fait notre travail. Aujourd'hui, nous n'avons pas à craindre que, si le flux de gaz depuis l'Est s'arrête, les Slovaques n'aient pas de quoi se chauffer, cuisiner ou que l'industrie slovaque manque de gaz. Je vois un réel intérêt de la Commission européenne pour s'occuper de cette question. C'est ce qui est le plus important pour moi. Rien n'empêche cela, ni le droit international, ni aucune sanction qui empêcherait le transit de gaz via l'Ukraine. Donc, si la Commission européenne ne parvient pas à aider non seulement nous, mais toute l'Union européenne, et si nous l'aidons au maximum, la seule personne responsable pourrait être le président ukrainien Zelensky. Si nous voyons dans les prochains jours que ce processus part dans une direction incertaine, que la partie ukrainienne continue de jouer à un jeu politique capricieux, je veux maintenant dresser une liste des mesures dont nous disposons, que nous pouvons prendre. Premièrement, nous pouvons arrêter toute l'aide humanitaire, même celle qui a récemment été approuvée par le gouvernement slovaque, où nous avions sur la table une liste d'équipements de déminage, de pelleteuses et d'autres choses, qui étaient destinés à l'Ukraine en tant qu'aide non létale. Bien sûr, cela a plus de dimension symbolique que réelle, mais c'est un geste de réciprocité vis-à-vis de l'Ukraine ou du président qui vous nuit délibérément. La deuxième option que nous avons, c'est que le gouvernement slovaque décide d'une réduction significative, voire d'une suppression totale des différentes allocations que reçoivent sur le territoire slovaque les citoyens ukrainiens venus chez nous après le début du conflit. Oui, certains peuvent dire que ce que je dis est cruel, mais ce qui fait Zelensky à notre égard et ce qu'il fait à l'UE, c'est aussi cruel. Cela nuit, c'est cruel. Une autre mesure que nous avons à notre disposition est celle qui concerne les approvisionnements en électricité vers l'Ukraine. Nous avons encore entendu divers soi-disant experts en Slovaquie qui ont tout calculé, et bien sûr, nous sommes les plus stupides du monde, car nous ne savons pas de quoi nous parlons. La Slovaquie est probablement le seul pays capable de fournir de l'électricité à l'Ukraine en 30 minutes. Dans le cas contraire, son réseau électrique pourrait s'effondrer. En 2024, nous avons ainsi fourni à l'Ukraine 57 000 mégawattheures d'électricité, utilisés précisément dans ces cas d'urgence. En termes d'argent, cela ne représente que 12 millions d'euros, par rapport aux 500 millions que nous perdons à cause de Zelensky. Attention, ceux qui disent que ces 12 millions seraient une perte pour l'État en cas de réciprocité mente. Cet argent ne va même pas à SEB, système électrique slovaque, il ne va pas à l'État. Cet argent va aux producteurs d'électricité. Donc cette mesure de réciprocité a bien sûr sa logique. Je vais maintenant aborder le niveau politique.
Vous savez qu'il existe certaines décisions nécessitant l'unanimité de l'UE. Si le président Zelensky n'a aucun problème à jeter à la poubelle 800 millions d'euros que l'Ukraine aurait autrement reçus pour le transit de revenus via son territoire, et qu'il tend la main pour demander d'autres milliards à l'UE, il se pourrait que certains politiciens au sein de l'UE se rétractent et disent non. Car l'unanimité est nécessaire. C'est pourquoi je dois annoncer que je dois également compter sur le fait qu'il existe un droit de veto, que je pourrais évidemment utiliser si nécessaire. Je ne parle même pas d'autres mesures où l'unanimité est requise en ce qui concerne l'Ukraine. Je reviendrai au début et dirai que le gouvernement slovaque n'a pas l'intention d'escalader cette situation qui se développe. Nous voulons la résoudre. Nous tenons à avoir des revenus, que le gaz continue de circuler vers l'Europe et que notre compétitivité au sein de l'UE s'améliore et ne se réduise pas. Je ne connais pas les opinions de mes partenaires de coalition. Il y aura probablement un problème pour adopter la loi sur la réduction ou la suppression totale des allocations des citoyens ukrainiens, car cela doit être une loi adoptée par le Parlement, et vous entendrez divers avis, divers points de vue. Là, nous pourrions rencontrer un problème, mais en ce qui concerne l'arrêt de l'aide humanitaire, le gouvernement a suffisamment de voix pour cela. Si cela concerne l'arrêt de l'approvisionnement en électricité en cas de situation d'urgence, je le ferai immédiatement. Quant au droit de veto, je le garde en tant que président du gouvernement slovaque. Nous voyageons à travers le monde, que ce soit Moscou, Užhorod, Bruxelles ou d'autres pays, car nous devons résoudre un problème sérieux qui concerne à la fois la Slovaquie et l'ensemble de l'UE. Nous résolvons un problème. Nous ne résolvons pas une orientation en politique étrangère. Et j'aimerais enfin entendre les représentants de l'opposition slovaque nous dire ce que nous allons faire avec cela. Allons-nous sacrifier 70 milliards d'euros au sein de l'UE ? Allons-nous sacrifier 500 millions de plus au président Zelensky concernant les frais de transit et peut-être une autre milliard pour les commodities dans la période suivante? Je vous demande, vous aussi, mesdames et messieurs des médias, ce n'est pas une question de billes. C'est aussi une question de ce que sera l'UE dans quelques années. C'est certainement aussi une question de savoir que la Slovaquie est un État membre de l'UE, un État membre de l'OTAN. Et naturellement, nous nous attendons à ce que l'UE pense avant tout aux intérêts de ses propres États membres et à l'intérêt de l'UE en tant que tel.